Les intuitions. Adolescente, j'ai vécu une série d'épisodes visiblement liés à mes angoisses. À croire que c'était une nécessité, une sorte de protection psychologique. Mon premier amour de jeunesse ne m'aimait pas en retour, mais profitait de ma faiblesse pour se faire aider dans diverses matières. Un soir, à peine rentré de l'école, je pense soudain, il va m'appeler. Je me morigène, me demandant d'où sort cette pensée, puisqu'il ne l'a jamais fait. Une fraction de seconde plus tard, retentit une sonnerie. Puis l'un de la fratrie crie dans les couloirs « Marie, téléphone pour toi !» C'est effectivement le gars en question qui m'appelle pour le devoir de latin. Un autre jour, alors que je suis dans le bus, je pense « je vais le voir ». Hyper nerveuse, je descends à l'arrêt prévu, non loin de son domicile, et je me dis que c'est pour cette raison que j'ai eu peur de le croiser. Je presse le pas en passant devant la porte de son immeuble, pousse un soupir de soulagement de ne pas l'avoir vu, et tombe nez à nez avec lui un bloc plus loin, reproduisant à cet endroit précis l'image mentale qui m'est parvenue quelques minutes plus tôt dans le bus. À l'âge adulte aussi, les intuitions fusent. Un après-midi, je sors avec réticence pour parcourir les différentes pharmacies du centre-ville en quête d'attestation des frais pharmaceutiques pour le dossier de contribution alimentaire de mes enfants. Un crachin désagréable achève de ternir mon humeur. Je marche d'un pas déterminé vers la dernière pharmacie à visiter quand un mouvement oculaire involontaire me fait loucher vers la porte du magasin Oxfam. J'établis immédiatement le lien avec les mouvements oculaires que m'avait fait effectuer la kinésiologue. Mais je me réprimande. Dis, tu crois vraiment que c'est le moment ? Je sais bien que Lison a besoin d'une nouvelle veste imperméable, mais je suis pressée d'en finir avec ce dossier pour l'avocate. Je poursuis donc ma route vers la pharmacie, puis rentre à la maison. Je préviens ma fille que je m'allonge un instant et que nous irons ensuite lui acheter une nouvelle veste au magasin de sport. J'ai à peine fermé les yeux que la vitrine du magasin Oxfam s'affiche sur ma rétine. Bon, avec une telle acuité, difficile de nier la vision. Je parviens à convaincre ma fille d'accepter de me suivre dans le magasin de seconde main, en lui promettant que je ne l'obligerai pas à acheter une veste qui ne lui convienne pas. À peine arrivée, Lison la voit, neuve, d'une couleur turquoise qui lui plaît d'emblée, exactement à sa taille, dotée d'une doublure qui sert de survêtement de sport. Je ne pouvais rêver mieux pour elle, et ma fille est aux anges. Comment pouvais-je le savoir ? Ce magasin se trouve en face de mon ancien employeur. Je suis donc passée devant des milliers de fois, sans jamais être attirée. Je n'y étais jamais entrée auparavant. Je perçois les choses, je sais, sans pour autant savoir comment je reçois cette connaissance, entre guillemets. J'ai beau être familiarisée avec le phénomène, je ne m'en pose pas moins de questions pour autant. Une personne m'a un jour dit que j'aurais un déficit de l'inhibition latente qui me permet de détecter davantage d'ondes que les autres. Un épisode anecdotique. Je me sers un verre et tandis que je marche vers mon bureau, j'entends une petite voix me prévenir. « Tu ne devrais pas mettre ton verre de vin sur le bureau, tu vas le renverser et en mettre partout. » De quoi je me mêle ? Je riposte à mon ego avant de me replonger dans mon texte. Une demi-heure plus tard, alors que mon verre est encore à moitié plein, je veux le prendre pour boire une gorgée et le renverse. Une fois de plus, je suis stupéfiée de cette coïncidence. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment est-ce que je peux me souvenir d'un événement qui n'a pas encore eu lieu ? Ce serait vrai, toutes ces conneries de monde que l'on crée par notre propre pensée. Mais quel stress, dit. Il faudrait ne formuler aucune pensée négative, car ce serait par la pensée qu'on crée sa propre réalité. Non seulement
Il faudrait être très prudent avec les mots, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, comme dit l'adage, mais ce serait même pire, tourner 7 fois la salade dans l'essoreuse avant de la jeter dans l'univers. Je ne serais pas plutôt juste timbré d'y attacher de l'importance? J'ai peut-être renversé mon verre précisément parce que j'ai émis la peur de le renverser. À l'instar d'une prophétie autoréalisatrice, on agit d'une certaine façon parce qu'on croit qu'une chose va arriver, et cette chose finit par arriver à cause de notre comportement. L'épisode du verre a déclenché une nouvelle tornade de pensées. Il me paraît anodin, une simple coïncidence probablement, mais il vient s'ajouter à une longue liste d'épisodes. Je pense de plus en plus que les êtres humains ont plus de 5 sens, qu'ils peuvent appréhender le monde par d'autres biais que par la vue, l'ouïe, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que ces sens supplémentaires sont tout aussi infaillibles que les autres. C'est nous qui ne savons pas encore trop comment bien nous en servir. En même temps, que veux-tu y faire? Je m'admoneste en repensant à un souvenir qui me revient en mémoire. Un dimanche, il a plu comme vache qui pisse. Comme Georges fait réaliser une verrière sur le toit plat de la maison aménagée en terrasse, les ouvriers ont percé la toiture. Le vendredi soir, en prévision des intempéries, ils ont tendu une bâche sur une structure provisoire juste au-dessus du trou. La pluie a été tellement dense que des poches d'eau se sont formées un peu partout sur la toile, dont le poids risque de casser la structure de bois. Georges se met en tête de vider les poches d'eau par un système ingénieux. Il compte utiliser le tuyau d'arrosage pour pomper l'eau en créant un appel d'air. Pour ce faire, il me demande de l'aider. Il désigne un endroit précis de la terrasse intermédiaire situé un étage plus bas. Tu te places ici, en tenant un bout du tuyau d'arrosage, pendant que je monte placer l'autre bout dans la poche d'eau, me dit-il, avant de préciser, prévenant, « Fais bien attention de maintenir le tuyau près du sol pour ne pas être éclaboussé. » Alors que je me tiens accroupi pile poil à l'endroit désigné par mon compagnon, j'ai le sentiment très précis que je vais attraper quelque chose sur la tête et je rentre instinctivement la tête dans les épaules. Je me moque instantanément de moi-même. Je regarde vers le ciel à présent dégagé et me raisonne. Que veux-tu qu'il te tombe sur la tête, saute-mouche? Je mets cette crainte infondée sur le compte du vent que j'entends siffler dans le plastique des bâches. Tout à coup, je me prends une centaine de litres d'eau glacée sur la tête, Georges ayant malencontreusement déplacé un des piliers qui supportait la bâche remplie d'eau de pluie. Une seconde a suffi à me tremper jusqu'aux os. Georges n'aurait pas pu mieux calculer l'endroit précis où me placer pour recevoir cette douche glacée. Mon mental s'est ingénié à me taquiner. Alors, tu vois pourquoi il est bon d'écouter sa petite voix de temps en temps. Il faudra accepter de ne pas tout comprendre. S'il m'est si difficile d'écouter ses intuitions, de suivre cette petite voix intérieure, c'est aussi parce que je ne la comprends pas. Rationnellement, je ne comprends pas pourquoi je dois adopter tel ou tel comportement. Je veux des raisons, des explications. Si j'avais écouté cette petite voix plus tôt, mes mâchoires ne seraient pas dans un piteux état. J'ai 18 ans. J'assure l'intendance d'un camp guide. Nous sommes peu nombreuses, c'est le pré-camp. Les cheftaines décident d'aller boire un verre en ville et nous demandent d'embarquer à 7 dans une petite voiture. Je tente de refuser, mais en vain. Je ne sais pas que nous allons avoir un accident de voiture, mais je sais que je ne dois pas monter dans cette voiture. Le problème, c'est que l'on apprend surtout aux enfants qu'ils ont des devoirs. On leur apprend trop peu qu'ils ont aussi des droits. Alors quand on m'a dit d'arrêter mon cinéma, que tout le monde partait ou bien personne, j'ai obéi. Et nous avons eu cet accident à l'origine de la nécrose de mes condyles.
J'aurais dû écouter une autre intuition pour ma sécurité. Lorsque, vers la quarantaine, je m'inscris pour la première fois sur un site de rencontre, je n'ai pas encore compris que l'intelligence du cœur est plus précieuse que l'intelligence de l'esprit. Je prends soin de choisir un pseudo suffisamment complexe pour attirer les hommes intelligents. Sérendipité, l'art de trouver sans chercher. Dès le premier message, je comprends que j'ai affaire à un cerveau. Je pense que c'est une garantie de sérieux et de sécurité. Échange fluide, découverte de points communs. Nous nous téléphonons. Tout va très vite. Suis-je en train de vivre un conte de fées? Je veux le croire. Il s'emballe, je suis le mouvement. Ou est-ce l'inverse? J'ai pourtant très vite la première d'une série d'intuitions, un vague sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Est-ce son dernier message qui est censé répondre au mien et qui soudain détonne? Je l'appelle pour lui demander des explications. Il s'emporte. Je n'ai pas eu le temps de te répondre, les enfants, le boulot, les courses. Je n'ai pas arrêté de courir hier pendant toute la journée. Pas le temps. Mais pourquoi remplir alors l'équivalent d'une page A4 sur un tout autre sujet? Mais c'était un copier-coller, andouille. Copier-coller, le déclic. Vite relire les messages depuis le début. Bon sang, suis-je bête? Ce style, ces mots savamment choisis, tout a été préécrit lors de rencontres précédentes. Ces mots ne me sont pas destinés en particulier. Je lui apprends par un bref texto que je n'ai plus l'intention de venir au rendez-vous que l'on s'est fixé. Il m'appelle sans tarder. « Mais qu'est-ce que tu me joues là comme scène ?» Je l'ai fâché. Aussitôt se met en branle le mécanisme qui génère chez moi un sentiment de culpabilité. J'ai fait la bêtise de commencer, je vais assumer. Oui, je sais. Un mécanisme tellement incompréhensible aux yeux de ceux qui n'ont jamais connu de traumatisme à l'origine de la soumission. Je roule jusqu'au restaurant, me gare et reste un moment au volant pour réfléchir. Je l'appelle. Je suis déjà sur place, mais je ne peux pas rester. Je ne le sens pas. Quoi, tu es déjà là? J'allais partir. Je suis là d'ici 6 ou 7 minutes. Attends-moi, j'arrive. J'ai un mauvais pressentiment, mais le ton est péremptoire. Je suis pétrifiée de culpabilité et d'appréhension. Cela ne se fait pas de poser un lapin. Alors je me remémore les douces inflexions de sa voix pour me rassurer. Je me repasse en boucle les meilleurs passages de nos conversations téléphoniques pour calmer mon angoisse. Tu sais quoi? Je te prends dans mes bras avec beaucoup d'affection et de tendresse, m'avait-il dit. Le nombre de fois qu'il m'a dit au téléphone « Tu me plais beaucoup ». Il m'a même dit « Tu sais ce dont j'ai rêvé? Que nous nous voyions, que je t'ouvrais les bras et que tu me sautais au cou et m'embrassais. Le coup de foudre dès les premiers instants. Me réfugier dans les bras d'un homme, sentir des bras se refermer autour de mes épaules. À quand remonte cette sensation de protection? Il est là. Je le reconnais sans peine à la veste qu'il porte également sur la photo. Je quitte la voiture. Il me voit, m'ouvre les bras. Je m'avance vers lui et tout s'enchaîne très vite. Il m'embrasse, ou plutôt il me lèche. Une succession de petits lapements, comme un animal. Instantanément, je sais qu'il y a un problème, mais je suis tenaillée par la culpabilité. Je me sens en faute d'être là, d'avoir déclenché cette attitude. Il se comporte comme un animal sauvage, mais en même temps il parle de coups de foudre. Il débite une série de phrases qui me choquent. « Oh, je te sens, qu'est-ce que tu me plais, je te violerais bien sur place. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Un vrai coup de foudre. J'ai envie de te prendre sur place. Mais on ne dit pas ce genre de choses, ça ne se fait pas. Oh, mais qu'est-ce que tu me plais ?» Il continue à m'embrasser sauvagement.
Le voilà qui se met à tourner autour de moi sous prétexte de me regarder, tout en poursuivant sa logorée. Un véritable comportement de félin, de prédateur. Il grogne, réellement, comme un jeu. Je me contente de rire nerveusement, complètement tétanisée. Très vite, il me dit qu'il ne veut pas être vu, qu'il n'aime pas ce genre de démonstration en public. C'est bon pour des ados, pas pour des adultes, dit-il. Et il ajoute, on n'irait pas s'installer dans la voiture pour être plus à l'aise? Qu'est-ce que tu préfères, la tienne ou la mienne? Il me laisse le choix. Je suis donc en sécurité. Cela ne peut pas être si grave après tout. Il est certes un peu fougueux, mais bon, à chacun ses défauts. À peine ai-je répondu cet égal qu'il enchaîne et me propose la sienne pour écouter les œuvres classiques de violoncelle qu'il a spécialement enregistrées pour moi, sachant que je joue de cet instrument. Je le suis. Nous sommes à peine installés qu'il démarre le moteur. Mais enfin, je pensais qu'on allait rester sur place. Je repense à Alexandre, l'amant marié, qui avait fait exactement pareil près de la station-service pour nous soustraire aux regards indiscrets. Aucune raison d'avoir peur, tout va bien. Il me parle gentiment, normalement en somme. Il roule excessivement vite, mais il me rassure en conduisant. Ne t'inquiète pas, je nous emmène dans un endroit avec un beau paysage. Quand il emprunte l'autoroute, je suis prise d'une peur panique. Il le sent instantanément, redouble de gentillesse, accentue les inflexions douces de sa voix et ne cesse de me parler, de me flatter, de me dire à quel point je lui plais. Nous sommes en train de vivre une histoire merveilleuse, dit-il. Le calme m'envahit aussi soudainement que la panique s'était emparée de moi. Que puis-je faire d'autre de toute façon à part me calmer? Il s'arrête sur une aire d'autoroute et se gare le plus loin possible des autres véhicules. Voilà, dit-il, ici on sera tranquille. Personne ne peut nous voir. Il se remet à m'embrasser brutalement, bestialement, en poussant des grognements. Je suis un jaguar, je vais te violer sur place, j'ai envie de te prendre. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai? Ça ne se dit pas, ça. Je ne suis pas comme ça d'habitude. C'est parce que tu me plais. Je réprime comme je peux la répulsion que m'inspire son comportement brutal. Il m'embrasse tout en me malaxant la poitrine et le ventre sans ménagement. Je lui demande de se calmer un peu. Il obtempère. Je me mets à lui parler de ses enfants. Il me montre leurs photos, me voilà rassurée. J'ai exagéré tout simplement. Ce n'est pas grave, il est expansif, c'est tout. Toujours ce besoin d'exagérer. Et cette culpabilité qui ne veut pas me lâcher. Je suis en train d'embrasser un parfait inconnu et je suis montée librement dans sa voiture. Et le voilà qui s'y remet de plus belle, en relevant ma jupe cette fois et en envahissant mon intimité. Serrer les jambes. La peur revient à la charge. Réflexe. Je me mets à répondre à ses baisers avec beaucoup de douceur. Plus il est brutal et envahissant, plus je me concentre sur ma douceur. Je lui caresse les cheveux, le visage. La surprise se lit sur son visage tandis qu'il lâche. Quelle douceur! Il n'en revient pas. J'en profite pour le refaire parler de lui et pour parler de moi comme si de rien n'était, comme si nous apprenions tout simplement à nous connaître. Il revient à la charge en essayant à nouveau de me caresser, pour autant que l'on puisse utiliser ce terme incongru pour décrire une telle brutalité. Soudain, je sais que je vais y passer. Je me résigne. C'est la fatalité. Non, c'est moi qui me suis mise dans un tel pétrin. Comment peut-on être aussi bête? Je m'en veux. La peur me tenaille les entrailles. Je me doute que cela ne se passera pas en douceur. Je ne tente même pas de me débattre et de m'enfuir,
tellement j'ai honte. Une attitude qui m'aura sans doute sauvée, car il s'est arrêté. Soudainement, là, de ma passivité probablement. Il a redémarré la voiture sans dire un mot. Je me voyais déjà l'objet d'un article relatant un fait divers sordide le lendemain dans les journaux. Mais non, il m'a ramené à ma voiture et m'a souhaité une bonne nuit. Alors que je relate l'événement à un ami, celui-ci me dit que certaines femmes aiment ce genre de comportement. Hein? Mais je ne m'y ferai jamais à cette planète. On qualifie souvent l'intuition de féminine, mais je crois au contraire que c'est à la portée de tout le monde d'entendre cette petite voix intérieure. Nous avons simplement perdu l'habitude de l'écouter, en grandissant peut-être, en nous laissant assourdir par le bruit sans cesse croissant du monde dans lequel nous évoluons, ou en nous laissant distraire par des futilités. Beaucoup parlent d'une petite voix, mais ces intuitions peuvent prendre de multiples formes. Personnellement, ce n'est pas uniquement par l'ouïe que je les perçois, c'est même généralement par les yeux. Je vois une image, ou alors je sais. Soudain, je sais. Bien sûr, j'ai lu ces théories sur le déjà-vu, cette impression subjective et fugace d'avoir déjà vu la scène qui se déroule sous nos yeux, sans pourtant pouvoir situer ce souvenir dans le passé. Une illusion perceptive qui ne serait en réalité qu'un dysfonctionnement temporaire du cerveau, en particulier du traitement dual de l'information, deux processus cognitifs interactifs qui normalement sont synchronisés étant momentanément désynchronisés, ou l'un pouvant être éventuellement activé sans l'autre. En réalité, les processus de perception et de mémorisation sont des événements simultanés. Une scène est mémorisée au moment où elle est perçue. Or, la fatigue, l'inattention, la distraction peuvent momentanément désynchroniser ces processus. La mémorisation devient brièvement le processus prépondérant, ce qui, n'ayant pas bien perçu la scène que nous sommes en train de mémoriser, nous donne l'impression de l'avoir déjà vécue. D'accord, mais qu'en est-il alors lorsque l'image est envoyée au cerveau longtemps à l'avance? Comment puis-je savoir ce que je vais vivre quelques heures, quelques jours, voire quelques mois plus tard? J'ai lu qu'on parle dans ce cas de précognition. Mais comment est-ce possible? Est-ce lié à notre perception du temps? Serait-il possible que le temps n'existe pas? Mais si le temps n'existe pas, pourquoi en porte-t-on les traces? Curieux paradoxe. Tous ces phénomènes m'amènent à m'interroger sur l'espace-temps. Dans le rêve antérieur à l'alarme de voiture, il se peut que Taïan ait entendu l'alarme pendant son sommeil, mais que le son ne lui soit parvenu à la conscience que quelques sonneries plus tard. Le temps est une notion beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Y aurait-il plusieurs créneaux, plusieurs couches, comme le suggèrent différents auteurs et réalisateurs? J'avoue que les images mentales qui me parviennent des mois avant l'événement lui-même me laissent perplexe. Un jour, je suis chez moi, dans le couloir qui mène à l'entrée, lorsqu'une image s'impose soudainement à mon esprit, exactement de la même manière qu'un souvenir revient en mémoire, un souvenir du futur en quelque sorte. Je suis en train de racler ce couloir, botte aux pieds. J'ai longtemps cherché le sens de cette image saugrenue, car je ne nettoie jamais la maison chaussée de bottes en caoutchouc. Je prends donc cette image pour de la culpabilité. Mon ex-mari se charge à l'époque de la majorité des tâches ménagères, puisqu'il a interrompu sa carrière pour s'occuper de nos enfants, tandis que je travaille à temps plein. J'ai donc pensé, je devrais peut-être l'aider malgré tout davantage dans les tâches de nettoyage. Ce n'est que 4 mois et un divorce plus tard que j'ai vécu ce souvenir et que j'ai compris l'utilité des bottes. Lors de pluies diluviennes, la maison est inondée
Et comme je suis seule, je racle effectivement comme une dératée les fameuses bottes aux pieds. Un jour, je veux m'envoyer par recommander la traduction anglaise d'un opéra que j'ai réalisé pour me servir de copyright, une astuce que la SABAM m'a donnée. Je pense l'envoyer le lundi, puis je me ravise. Si je l'envoie le lundi, l'enveloppe me sera livrée le lendemain, mardi. Or, ce jour-là, j'ai une mission d'interprétation hyper importante et ne serai pas présente lorsque le facteur passera. Je décide donc de ne poster l'enveloppe que la veille d'un jour où je suis certain d'être à la maison. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à me batailler avec cette petite voix qui me conseille d'aller malgré tout poster l'enveloppe le lundi. J'insiste, mais non, je ne suis pas à la maison demain. Je n'ai aucune envie de recevoir un avis qui m'enjoigne d'aller faire la file à la poste pour retirer le recommandé. La petite voix tient bon. Pour la faire taire, j'accepte d'emmener l'enveloppe dans mon sac et je pars aider Georges à faire toutes sortes de démarches sans passer par la poste. Juste avant de rentrer chez moi, je reçois un mail m'annonçant que la réunion du lendemain est annulée en raison du décès d'un participant. Il fallait une raison grave pour annuler cette méga réunion avec drink et lunch. Comment est-ce que j'ai pu le savoir? Quelle pouvait être la probabilité que cette réunion soit supprimée? J'ai donc posté l'enveloppe et j'ai pu la réceptionner chez moi le lendemain. Je comprends bien que cette voix veut me simplifier la vie, mais c'est tellement angoissant et irrationnel. Taïan ne cesse de m'encourager lorsque je lui confie ses expériences. Papillon, écoute cette petite voix, prends ton envol. Tu ne vois peut-être pas que c'est un cadeau car tu as peur, mais tu verras. Et n'oublie pas, ce qui te fait souffrir, douter, hésiter, ne peut être la marque de ta lumière intérieure. Cela ne peut être que le miroir déformant de ton ego. Et j'accumule les intuitions. Plus j'en ai, moins je les écoute. Et plus je découvre pourquoi j'aurais dû écouter cette petite voix. Comme cet épisode dont je me souviens encore plusieurs années plus tard. Je roule sur le trajet que j'ai l'intention de prendre pour me rendre de l'autre côté de la Meuse, à Huy. Alors que je me trouve au feu rouge, avant d'accéder à la rue Neuve, je capte l'information que je devrais tourner à gauche. Tourner à gauche, n'importe quoi. Je suis déjà en retard. Si je tourne à gauche, je vais me retrouver dans un dédale avant de pouvoir traverser la Meuse. J'emprunte donc la rue Neuve et me retrouve coincé par des barrières. La rue a été bloquée pour des travaux. Comment est-ce que j'ai pu en être informé? À croire qu'un nombre d'automobilistes ont pesté comme moi en découvrant cette surprise, que les autorités ont jugé inutile de signaler à l'entrée de la rue, ça aurait été beaucoup moins drôle, et ont laissé une trace entre guillemets dans l'inconscient collectif. Autre exemple, à 2 reprises, je repense à un concours auquel j'ai participé, et les 2 fois, je découvre le lendemain les tickets dans ma boîte aux lettres. Pendant toute cette période, j'ai joué des dizaines de fois et n'ai gagné que 2 fois des tickets envoyés par la poste. Et dans les 2 cas, c'est comme si j'en étais informé au moment où la personne rédige l'enveloppe à mon nom, puisque le courrier arrive le lendemain. Les intuitions peuvent donc être liées à des événements de toute nature, certaines anodines, d'autres nettement plus graves, ou merveilleuses. Ma plus belle intuition reste l'annonce de l'arrivée de ma seconde dans ma vie. Je me revois marcher et m'arrêter soudainement à la réception du flash info. Je suis enceinte d'une fille, elle s'appelle Daphné. Prénom qu'elle ne portera malheureusement pas, car son géniteur ne croit pas à ces sornettes.
So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know light's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.